Un processeur avec une puce graphique intégrée peut à lui seul gérer la vidéo. Mais certains logiciels comme des jeux demandent beaucoup de ressources graphiques. C'est pourquoi les cartes graphiques ont été créées afin d'alléger le travail du processeur et permettre d'avoir de bien meilleures performances. Salut à tous, c'est Anto. Aujourd'hui on continue la série Comment choisir les composants de son ordinateur et on passe à la carte graphique. Je précise toujours que ça va être de la vulgarisation technique afin que tout le monde puisse comprendre. Si ce format de vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite et lâcher un max de pouces bleus pour l'algorithme YouTube afin de m'aider à faire décoller la chaîne. Une carte graphique, c'est quoi? C'est en quelque sorte un mini ordinateur dans votre ordinateur, mais uniquement dédié à la vidéo. Je m'explique. Dans votre PC, vous pouvez retrouver la carte mère, le processeur, la mémoire vive, des étages d'alimentation et un système de refroidissement. Dans votre carte graphique, vous pouvez retrouver un processeur graphique, le GPU, de la VRAM, donc de la RAM vidéo, des étages d'alimentation et un système de refroidissement. Pour simplifier mes explications, je vais rester dans le cas des jeux vidéo. Un jeu, pour créer une scène, va demander plusieurs choses à votre PC. Premièrement, il va demander des volumes et des surfaces. Plus il y en aura, et plus il y aura de calculs à réaliser. En deuxième, il va demander de la texture à poser sur ces surfaces. Et en dernier, les algorithmes, c'est-à-dire la gravité, la 3D, le ray tracing, etc. Le processeur va devoir calculer tout ça pour les mettre en place et va les envoyer à la carte graphique pour que celle-ci gère l'affichage vidéo. Plus les calculs sont nombreux et complexes, et plus la carte graphique aura de rendu d'image à réaliser. Bon, tout ça c'est bien, mais quels sont les paramètres importants à prendre en compte pour choisir sa carte graphique? Eh bien, tout comme pour le reste de votre PC, il va falloir prendre en compte la fréquence du GPU, exprimée en Hz, qui va définir la vitesse de calcul des graphismes. Plus la fréquence sera élevée, et plus les données seront traitées et transférées rapidement. Il va falloir aussi prendre en compte, pour la mémoire vive, sa fréquence et sa quantité de mémoire. La fréquence de la mémoire vive est généralement en adéquation avec celle du GPU, mais la quantité de mémoire peut varier. Celle-ci va de 1 à 24 Go, voire jusqu'à 32 pour des composants professionnels. Plus il y aura de mémoire vive, et plus la carte pourra stocker de calculs afin d'y avoir accès rapidement. Mais avoir beaucoup de mémoire n'est pas forcément utile, car tous les logiciels n'ont pas besoin de 24 Go. 8 Go de VRAM devrait suffire dans la plupart des cas. Un dernier point important à prendre en compte, c'est son refroidissement. Dans les jeux, les cartes graphiques sont extrêmement sollicitées et chauffent énormément. Mais si la carte chauffe trop, elle va devoir se brider afin de ne pas se dégrader. Et du coup, elle va perdre en performance. C'est pourquoi un bon système de refroidissement va permettre d'aller chercher le plein potentiel de sa carte et ne pas perdre en performance. Les autres points à prendre en compte sont ses dimensions et sa consommation. Il faudra donc choisir un boîtier et une alimentation capables d'intégrer cette carte graphique. Un dernier point à noter, c'est la connectique. VGA, DVI, HDMI ou DisplayPort. La carte graphique embarque généralement la connectique en adéquation avec sa puissance, mais il faudra faire attention au nombre, à la génération et au type des ports qu'elle embarque par rapport à vos écrans. Aujourd'hui, on retrouve généralement de l'HDMI et du DisplayPort, le DisplayPort ayant une meilleure bande passante, mais l'HDMI étant plus polyvalent. Il peut prendre en charge l'audio, voire une connexion internet. Sur les toutes dernières générations de cartes graphiques, on retrouve de l'USB-C. A ce jour, il n'est pas encore aussi performant que l'HDMI ou le DisplayPort, mais il est encore plus polyvalent. Maintenant que l'on comprend mieux le fonctionnement d'une carte graphique, on va pouvoir se pencher sur les différentes marques. Il faudra bien faire attention à la différence entre le concepteur et le constructeur. Les concepteurs vont concevoir le modèle de carte graphique basé sur leur GPU, alors que les constructeurs vont personnaliser le design, le refroidissement, le boost de performance, etc. Il y a actuellement 3 concepteurs, le leader du marché Nvidia, son concurrent principal AMD et le dernier arrivant Intel. Nvidia est encore à ce jour plus performant que AMD, surtout au niveau du ray tracing, mais ces cartes graphiques sont souvent plus chères en rapport performance-prix. Quant aux constructeurs, il y en a beaucoup. En marque connue par exemple, on peut retrouver MSI, Asus, Gigabyte, etc. Le choix du constructeur est bien moins important que le choix du modèle de la carte graphique en elle-même. Mais il va quand même déterminer une certaine garantie sur la qualité de fabrication. Ok, maintenant que l'on comprend la différence entre concepteur et constructeur,
on va pouvoir s'intéresser aux différentes générations et à la gamme. Pour simplifier les choses, on va rester sur Nvidia et AMD avec leur série principale, la Nvidia GeForce et la AMD Radeon. Pour Intel, ils ont la série Arc, mais je n'ai pas assez de retours pour me permettre de vous en parler. Alors, chez Nvidia, les cartes se trient en fonction du chiffre de la centaine ou du millier pour leur génération. On retrouve à partir de 2013 la série GeForce GTX avec les 700 jusqu'à 1000, puis après 2018, la série GeForce RTX avec les 2000 jusqu'à 4000 à l'heure actuelle. Plus le nombre est élevé, et plus la génération est récente. En ce qui concerne la gamme, c'est le chiffre de la dizaine qui va changer. Plus le chiffre est haut, et plus ce sera du haut de gamme. Dans l'entrée de gamme, on retrouve les nombres de 10 à 40. Dans le milieu de gamme, 50 à 70. Dans le haut de gamme, 80. Et dans le très haut de gamme, 90. Dans les nouvelles générations RTX, ils ont simplifié les choses allant seulement de 50 à 90. Sur certains modèles, on peut retrouver les indices Super ou TI, désignant des versions améliorées des modèles de base. On peut aussi retrouver la mention OC pour overclocké, qui désigne des cartes boostées au niveau de leur fréquence. Voici deux petits exemples pour vous aider à comprendre. MSI, c'est la marque du constructeur. GeForce, la gamme de Nvidia. RTX, la génération de la gamme GeForce. 2000 pour la génération de la carte. 70 pour la gamme. Super, car c'est une carte améliorée. Ventus, c'est la gamme du constructeur. OC, car elle est boostée au niveau de sa fréquence. 8 Go étant la capacité de mémoire vive. Et GDDR6, qui est la génération de la mémoire vive. Sur ce deuxième exemple, Gigabyte, c'est la marque du constructeur. GeForce RTX, la gamme de Nvidia. 3000 pour la génération. 80 pour la gamme. TI pour Titan, car elle est améliorée. Gaming pour la gamme du constructeur. OC, car elle est overclockée. 8 Go DDR6 pour la mémoire vive. Maintenant, pour AMD, ils suivent le même principe que chez Nvidia avec la gamme Radeon RX, de la RX 300 jusqu'à la 6800. À la différence qu'à partir du millier, c'est la centaine qui définit la gamme et la dizaine pour l'entre-deux. Et tout comme Nvidia, on retrouve aussi une dénomination pour les cartes plus performantes, cette fois-ci appelée XT. Petit exemple, Sapphire, c'est la marque du constructeur avec son modèle Pulse, RX 500 pour la gamme de AMD, 80 pour désigner que c'est du haut de gamme, 8 Go OC DDR5 pour la mémoire vive. Et sur ce deuxième exemple, Asus pour le constructeur, Radeon RX 6000 pour la génération AMD, 750 pour la gamme, etc. Ok, maintenant que l'on sait reconnaître les différentes cartes graphiques, comment les choisir par rapport à ses besoins? Si vous ne faites pas de jeu et que vous n'utilisez pas de logiciel demandant des performances graphiques importantes, je vous conseille de ne pas prendre de carte graphique, mais plutôt un processeur avec une puce graphique intégrée. Je vous mets le lien de la vidéo dédiée au processeur juste ici, et dans la description si vous avez besoin d'en savoir plus. Sinon, je peux aussi vous conseiller de prendre une carte graphique peu performante, d'entrée de gamme, voire d'occasion, pour ne pas dépenser une grosse partie de votre budget dans le vide. Car la carte graphique est le plus cher des composants dans votre PC. Si vous ne faites que des petits jeux ou des jeux compétitifs ne demandant pas des grosses performances graphiques, vous pouvez vous retourner sur l'entrée de gamme avec les 6600 jusqu'à 3050 chez Nvidia ou les 580 à 6500 XT chez AMD. C'est déjà de très bonnes cartes graphiques pour cette utilisation. Si vous cherchez plutôt de la performance graphique en 1080p, cette fois-ci vous pouvez aller chercher des 2060 à 3070 pour Nvidia et de la 5600 XT à 6750 XT chez AMD. En ce qui concerne la 2K, cette fois-ci on commence à partir de la 2070 Super jusqu'à la 3070 Ti chez Nvidia et pour AMD à partir de la 5700 XT jusqu'à la 6750 XT. Et pour ceux qui souhaitent être le plus performant de nos jours et atteindre la 4K, pour Nvidia on part sur la 3080 jusqu'à la 4090 Ti. Et pour AMD, à partir de la 6800 jusqu'à la 7900 XTX. Bien entendu, c'est des exemples choisis arbitrairement pour vous donner une idée de la capacité des cartes graphiques. Vous pouvez très bien prendre une 3080 pour jouer en 1080p ou encore une 3070 pour jouer en 4K.
Il faudra juste soit avoir un budget suffisant, soit faire des compromis sur la résolution et d'autres paramètres graphiques. Si vous êtes un peu curieux, vous pouvez tenter les cartes Intel qui arrivent avec de toutes nouvelles technologies. En dernier point, je voudrais préciser qu'il est important de choisir sa carte graphique en cohérence avec son processeur et son écran. Ils travaillent ensemble et doivent être de performance équivalente afin d'éviter le bottleneck, c'est-à-dire d'avoir un goulot d'étranglement qui briderait les performances. En conclusion, il faudra prendre une carte graphique adaptée à votre processeur, à votre écran, à vos besoins et à votre budget. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Il reste énormément de choses à dire, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater la suite, c'est extrêmement important pour m'aider à progresser. Et c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et lui permettre d'évoluer. Je vous mets comme d'habitude quelques liens de cartes graphiques dans la description pour vous aider à faire vos recherches. Pour la prochaine vidéo de la série, elle sera dédiée à l'alimentation. Sur ce, je vous dis à plus tard, ciao!